France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bienvenue au Parlement européen à Bruxelles, où les eurodéputés sont aux premières loges des manifestations d'agriculteurs organisées depuis des semaines devant le Parlement place du Luxembourg. Les éleveurs de toute l'Europe protestent contre l'accord de libre-échange conclu entre l'Union européenne et les pays du Mercosur en Amérique du Sud. Un accord en discussion depuis 25 ans qui prévoit la suppression de 90% des droits de douane entre les deux continents, créant un immense marché de 700 millions de consommateurs. Oui, et si cette zone de libre-échange va profiter à l'industrie européenne et notamment les secteurs automobiles, pharmaceutiques, chimiques, les agriculteurs de l'Union s'inquiètent, eux, des importations de bœuf du Mercosur, de volailles, mais aussi de sucre, des denrées sud-américaines qui ne sont pas produites selon les mêmes normes sanitaires et environnementales que celles de l'Union européenne. Parmi les 27, la France, l'Irlande, la Hongrie, la Pologne et l'Autriche ont d'ailleurs voté contre ce traité, mais n'ont pas réussi à former la fameuse minorité de blocage. Alors pour débattre de cet accord avec le Mercosur, deux eurodéputés. Nous accueillons Jérémy De Serle, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé français, membre du groupe Renew, le groupe centriste au Parlement européen, et je précise que vous êtes éleveur de profession. En un mot, Jérémy De Serle, comment vous qualifiez cet accord ? Vieux, injuste et puis je pense triste aussi, pour l'agriculture européenne en tout cas. Javier Moreno Sanchez, espagnol, membre du groupe des sociodémocrates. Vous, comment vous le décriveriez, ce traité de libre-échange, brièvement ? D'abord, c'est un accord beaucoup plus large qu'un accord commercial. C'est un accord stratégique avec un partenaire stratégique dans une situation géopolitique et géoéconomique très délicate où Trump veut imposer sa loi et nous on négocie. Lui monte les tarifs, nous on les descend. Alors écoutons d'ailleurs ce qu'en pense la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui se réjouit du vote de cet accord de libre-échange au niveau des 27. Today's Council decision marks a historic day. Cette décision du Conseil européen marque un jour historique. L'Europe envoie un signal fort. Nous nous engageons pour nos priorités. Cet accord de libre-échange va générer de la croissance économique, des opportunités et de la prospérité pour les citoyens et les entreprises européennes. Nous sommes en train de créer la plus grande zone de libre-échange du monde avec un marché de 700 millions de consommateurs. Monsieur De Serle, est-ce que vous admettez que cet accord de libre-échange peut être positif pour de nombreux secteurs économiques et même, j'ai envie de dire, même dans le secteur agricole, il y a des producteurs de vin et de fromage qui se réjouissent plutôt? Moi, j'admets que le commerce international et les échanges avec d'ailleurs n'importe quelle zone du monde peuvent apporter une part de bénéfice. Par contre, pour que le bénéfice soit bon, il faut pas qu'on mette à mal ou qu'on affaiblisse un certain nombre de secteurs. Et je parlais de justice ou d'accord juste tout à l'heure dans mes propos. En fait, là, c'est pas juste pour l'agriculture européenne. Donc, encore une fois, les agriculteurs, ce qu'ils viennent dire, c'est pas qu'ils veulent plus de commerce, c'est qu'ils veulent un commerce juste. Et dans la mesure où en Europe, on a choisi d'avoir l'agriculture la plus belle du monde, ce qui est un objectif formidable, eh bien, on devrait s'assurer de mieux la protéger. Et ce n'est pas le cas avec cet accord. Alors Javier Moreno Sanchez, on a entendu Ursula von der Leyen parler d'accord historique, mais selon les prévisions, ce traité de libre-échange devrait rapporter à l'Union européenne en 2040 une croissance de 0,05% du PIB européen. Ça en vaut vraiment la peine ? Comme j'ai dit tout à l'heure, au-delà de l'aspect économique, c'est important qu'on ait des relations avec des pays avec qui on partage les valeurs, spécialement dans la situation dans laquelle on se trouve. Moi, je pense que le Mercosur est un peu le bouc émissaire pour le mal-être qu'expriment les agriculteurs. Et notre but, c'est de faire comprendre aux agriculteurs que ce n'est pas une menace, mais une opportunité. Par exemple, mes agriculteurs espagnols, la plupart sont très favorables parce qu'ils voient des possibilités d'exportation et ils sont très actifs. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes problèmes qu'en France, je respecte tout à fait ce qui se passe, mais je pense qu'on doit plutôt voir comment on doit gérer, comment on doit redéfinir la politique agricole commune et la politique de chacun de nos pays auprès de ces paysans qui ont ce mal-être,
mais pas prendre le Mercosur comme un bouc émissaire. Vous entendez ce qui est dit, des opportunités, pourquoi pas. Il y a d'ailleurs des quotas d'importation qui sont très très faibles, moins de 2% pour la production totale européenne, par exemple pour la bœuf, les volailles, le sucre, etc. C'est des faibles quantités. On voit mal comment ça pourrait à ce point déséquilibrer les marchés, mettre en difficulté les agriculteurs européens. Justement, je crois qu'il faut faire attention. Les agriculteurs qui sont dans la rue, d'ailleurs, qui ne sont pas que français, hein, et même s'il y a une majorité d'agriculteurs espagnols, et je pense qu'on peut faire le calcul, qui sont favorables à ça, il y en a aussi des Espagnols, des Italiens, des Allemands qui étaient dans la rue le 18 décembre et qui seront aussi à Strasbourg dans quelques jours pour manifester aussi leur colère. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas tant les quantités de produits qui arriveraient sur notre territoire. C'est la qualité et la manière dont ils sont produits. On ne peut pas dire, encore une fois, aux agricultrices et aux agriculteurs européens, faites de cette manière parce que c'est mieux pour les consommateurs et les citoyens et parce que ça respecte aussi nos ambitions sur la lutte contre le changement climatique ou sur l'écologie en général. Mais par contre, on ne s'interdit pas d'importer des produits qui ne respectent pas ça. Peu importe s'il y a 1 kilo de viande ou 100 kilos, si elle n'est pas bonne, si elle n'est pas produite dans les conditions dans lesquelles nous imposons ces normes-là à nos agriculteurs. Vous n'êtes pas d'accord, bon. je vous vois hocher la tête. Non, parce que la viande qui ne respecte pas ces normes, elle ne rentre pas. En ce moment, par exemple, c'est pas vrai. En ce moment, par exemple, en ce moment, à Bruxelles, c'est impossible de trouver de la viande brésilienne. En ce moment, c'est très difficile. C'est impossible parce qu'elle n'est pas arrivée. Non, elle est interdite. Où mais il y a beaucoup de populisme avec ça. Comment elle est interdite comment? Dites-moi comment. Au port d'Amsterdam, où elle arrive, c'est à nous, aux autorités portuaires, de stopper. mais c'est pas fait. Ceci dit, il y a beaucoup de populisme avec tout ça. Alexandre, Caroline, Jérémy, combien de steaks canadiens avez-vous mangé depuis 9 ans? Aucun. Voilà. Pourquoi? Parce que pourtant, il y a 9 ans, il y avait la grande polémique qu'on allait avoir une invasion de bœuf canadien. Mais invasion. Mais c'est du populisme repris par l'extrême droite. Sur la qualité, est-ce que le bœuf importé d'Amérique du Sud non, parce qu'il aura les contrôles sanitaires et phytosanitaires qui ont lieu déjà maintenant et qui seront renforcés parce qu'on aura un cadre institutionnel qui force. Il le faut avant le cadre, il n'existe pas là. Ils sont déjà contrôlés. C'est déjà contrôlé et ça sera encore plus. Moi, je veux bien, mais apportez-moi des preuves. Il n'y a pas de preuves que les produits... Allez trouver à Bruxelles, allez dans les supermarchés. Donc, ça veut dire que les agriculteurs qui se battent contre ça sont des nazes, en fait, parce que du coup, ils disent que des bêtises. Si c'était fait, bien évidemment, il y a beaucoup de mensonges. Il y aura les contrôles, il y a des contingents. Ça veut dire que je mens. Et que les agriculteurs mentent aussi. Donc, arrêtez de dire qu'il y a des mensonges. Les produits... Pourquoi les Brésiliens ne veulent pas de réciprocité? Parce qu'ils veulent pouvoir vendre, avoir accès à notre marché. Peut-être qu'il n'y en arrivera pas beaucoup, et je suis d'accord que c'est minime, mais ils veulent avoir accès à notre marché sans respecter nos normes. C'est ça la raison. D'abord, elles sont respectées. Et puis entre une vache dans la pampa argentine et une vache en Autriche dans une cage, je pense que les moyens de production sont beaucoup plus pour le bien-être des animaux. Vous voulez qu'on regarde les feedlots sud-américains? Arrêtez de comparer. Vous êtes allé en Argentine, moi oui. Je suis allé au Brésil. J'ai fait 6 mois au Brésil sur une exploitation agricole. Alors, posons un peu le débat et parlons effectivement de réciprocité des normes de production sanitaire, environnementale, puisque dans ce débat, certains États membres de l'Union européenne, comme la France, demandent ce qu'on appelle des mesures miroirs, c'est-à-dire d'aligner les normes du Mercosur sur celles de l'Union européenne. On va écouter sur ce point une ONG environnementale française sur ces mesures miroirs. Si l'Europe appliquait véritablement ses propres normes environnementales et sanitaires à toutes ses importations, on sait très bien qu'une grande majorité des produits du Mercosur ne pourraient plus rentrer sur le marché européen. Et c'est pour ça qu'on a de nombreux politiques qui bricolent, mais qui ne souhaitent pas véritablement mettre en place ces mesures miroirs. Un pilier essentiel d'un commerce plus juste et plus équitable.
Alors on bricole et finalement ces mesures miroirs n'existent pas, en tout cas pas dans cet accord-là. Ça a peut-être existé dans l'accord du CETA. Il suffit de lire dans l'accord, c'est écrit, hein. Donc c'est aussi clair que ça. C'est de la mauvaise foi. Alors il faut dire aux agriculteurs, arrêtez de manifester, il n'y a aucun risque. Non. C'est vrai que les agriculteurs sont bêtes à ce point-là. D'un autre côté, je suis d'accord et j'ai compris le malaise et ça. Mais ce n'est pas un accord agricole, je suis désolé. Comment? C'est pas un accord agricole. Eh ben alors, fallait sortir l'agriculture. C'est beaucoup plus large que ça, d'accord? Alors l'agriculture est une partie. C'est ce que les agriculteurs demandent. Mais ça offre des possibilités à nos PME, à nos entreprises, même à nos agriculteurs. Mes agriculteurs, ils sont en train d'attendre de pouvoir exporter. Interviewer des agriculteurs espagnols et on verra. Et puis les produits sensibles sont protégés par ce qu'on appelle les indications géographiques, le Bordeaux, tout ça. Et les appellations d'origine protégée. Mais ça, c'est très important. C'est très important. Et je vais vous donner une anecdote. Le gruyère, qui est d'origine suisse, d'une petite région suisse, les Suisses ne l'ont pas protégé. Ce n'est pas une indication géographique. Et ben, dans la liste des 63 produits français, c'est écrit gruyère. C'est très bien, mais ce n'est pas pour ça que ça rend l'accord acceptable. Les agriculteurs sont protégés. Il faut arrêter de dire qu'ils ne sont pas protégés. On a fait les clauses de sauvegarde. C'est bien, mais Jérémy de Serre, tomber d'accord. Jérémy de Serre, sur ces mesures miroirs, cet alignement des normes, vous dites que le compte n'y est pas. Bien évidemment, le compte n'y est pas. Et pourquoi les pays du Mercosur ne veulent pas entendre parler de cette réciprocité? Concrètement, vous êtes éleveur bovin. Quelle est la différence entre du bœuf brésilien et du bœuf français? On va être très clair sur la traçabilité. Un veau en Europe, quand il naît, dans les 10 jours après sa naissance, il doit être muni d'une carte d'identité qui permet de tracer, de savoir les différentes exploitations dans lesquelles il est passé avant de se retrouver dans l'assiette du consommateur. Au Brésil, il n'y a pas ça. En Argentine, il n'y a pas ça. Et après, sur les traitements qui sont donnés, faits aux animaux, il y a des hormones activateurs de croissance qui sont utilisés, en tout cas qui ne sont pas interdits. Je n'ai pas dit que toute la viande qui allait rentrer sera toute mauvaise. Je dis juste qu'elle ne respecte pas les conditions de production qui sont imposées à nos éleveurs. Alors, vous n'êtes pas d'accord. Politiquement, quand même, j'ai envie de dire, la France, grand pays agricole, que vous connaissez bien, M. Moreno Sanchez, l'Irlande, la Hongrie, la Pologne, l'Autriche, qui ont voté contre, mais finalement, on passe outre. Il y a une majorité pour voter pour. Donc, la Commission décide de mettre tout en branle. Est-ce que ça, c'est de nature aussi à générer certaines frustrations en Europe ou pas? Oui, il y a certaines voix même au Parlement européen qui disent ça va trop vite. De toute façon, nous, on va devoir voter. Tôt ou tard, on va devoir voter. Ce qui n'empêche pas que l'accord entrera provisoirement en fonction. On devra le dire oui ou non. Si on dit non, là, ça remet tout en question. Mais bon, pour le moment... Politiquement, il peut y avoir une majorité au Parlement européen pour cet accord? Je pense que oui. Et vous pensez qu'il est bloquable au Parlement européen dans un vote? J'espère qu'on pourra le bloquer, oui, forcément, on n'aura pas le même avis. Moi, je suis sûr de rien. Je suis sûr qu'on va être nombreux à se battre pour aller convaincre les parlementaires de déjà saisir la Cour de justice européenne pour remettre en cause le fameux mécanisme de rééquilibrage. Je ne vais pas me lancer dans une explication complexe, mais par contre, voilà ce que le Parlement peut encore faire. Et puis, au moment du vote, qui aura peut-être lieu au printemps, peut-être avant, le Parlement, sur le texte, sur son entièreté, le Parlement devra aussi s'exprimer. J'espère qu'il se reposera à cet accord. Javier Moreno Sanchez, on voit bien qu'il y a la colère agricole qui gronde en ce moment, mais en même temps, vous avez mentionné des objectifs géopolitiques très importants à atteindre à travers cet accord, et notamment parce que Trump nous mène une guerre commerciale, donc on voit bien que la Commission a accéléré et qu'elle considère aussi l'Amérique latine, on l'a bien vu avec l'aventure vénézuélienne, comme son précaré. Ça, ce sont deux choses qui pèsent beaucoup. Tout à fait. Et comme j'ai dit, alors que Trump nous met des tarifs à grande échelle, nous, on négocie pour les enlever et permettre à nos entreprises, à nos PME, mais aussi à nos agriculteurs, je tiens à le souligner, de pouvoir exporter. Et sinon géopolitiquement, l'Europe, on va disparaître. On va disparaître. On ne peut plus commercer avec les États-Unis. Avec Poutine, ce n'est pas possible. Les Chinois, c'est compliqué. Et en plus, les Chinois, ils vont prendre les marchés qu'on ne prendra pas nous.
Donc il faut qu'on survive, surtout avec une population. Il y a l'effet aussi démographique, parce qu'on a une population qui a tendance à stagner, alors qu'il y a des marchés qui s'ouvrent. L'Amérique latine est en pleine croissance démographique et on peut exporter nos produits là-bas. Jérémy De Serle, vous l'admettez, il y a des priorités, des urgences pour l'Union européenne sur le plan géopolitique, sur le plan commercial, avec l'agressivité commerciale de Donald Trump et également de la Chine. Et il faut faire des concessions, peut-être même sur l'agriculture, en développant ces accords de libre-échange. Moi, sur la partie géopolitique, je ne suis pas un spécialiste. Mais si on veut qu'il y ait un gain géopolitique dans un accord commercial ou dans une relation commerciale telle que celle sur laquelle on veut aller avec le Mercosur, il me semble qu'il faut exporter dans le pays avec lequel on choisit de faire le partenariat une partie de son identité politique. Et là, je crois que vu ce qui se passe avec l'agriculture, avec l'environnement dans les pays d'Amérique du Sud, on est plutôt en train de remettre en cause nos ambitions ou notre identité politique, qui est quand même basée, il me semble, un petit peu sur l'agriculture. On n'a pas fait non plus le Green Deal pour rien, on a une ambition environnementale. Il se trouve que notre ambition environnementale et climatique, elle est quand même bien lointaine de celle de l'Amérique du Sud. Donc si on n'exporte pas notre identité politique, c'est bien, on est implanté là-bas, mais on n'est pas implanté politiquement, on est implanté commercialement, puis peut-être avec... Je l'avoue, peuvent être intéressantes, mais attention, mais Trump, on est en train de se renier. Je trouve qu'on rogne, en tout cas, une partie de notre identité politique, et pas la plus mauvaise. J'aimerais revenir sur l'environnement, justement. Est-ce que vous pensez vraiment que sans accord, ça va être plus facile qu'à l'époque Bolsonaro? C'est vrai que si on lui dit on ne fait pas d'accord avec toi, il va dire j'arrête d'enlever des arbres. Non, justement, on a un cadre institutionnel dans lequel on a des négociations, on leur dit t'es mon partenaire, maintenant tu arrêtes de faire de la déforestation et au moins tu as un moyen de pression. Si tu n'as pas d'accord, on dira qu'est-ce que tu me racontes? Merci à tous les deux d'avoir très bien illustré aujourd'hui ce débat consacré au Mercosur. On voit bien qu'il n'est pas terminé, ce débat. Il va se poursuivre tout au long du mois de janvier et de l'année 2026. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.